بسم الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui notre frère professeur Tariq Ramadan et notre frère Cheikh Mohamed Bejrafid pour cette rencontre débat qui j'espère sera un moment de partage et de réflexion. Au nom des organisateurs et au nom de toute l'assistance, donc je tiens à remercier chaleureusement nos deux intervenants. Je tiens également à vous remercier toutes et tous pour votre présence et votre engagement, sans lesquels nous pouvons organiser de tels événements. Bien que Tariq Ramadan n'a pas besoin d'être présenté, mais comme il commence la première intervention, ce sera lui. Donc, comme vous le savez, islamologue, professeur à Oxford, directeur du CIL, Centre pour la législation et l'éthique, auteur, conférencier, et surtout pour nous, c'est une école. Donc, nul n'est sans savoir que la thématique choisie aujourd'hui, à savoir la paix sociale à l'épreuve du radicalisme, est en relation directe avec l'actualité suite au tragique événement du 13 novembre. En revanche, après le deuil, la compassion, la tristesse, voire même la colère, place aujourd'hui à l'analyse et à la réflexion et à l'autocritique d'une part de notre société sur tous les aspects économiques, politiques et sociaux, et d'autre part de notre communauté musulmane. Parce que bien qu'on ne soit pas responsable de ce qui s'est passé, nous avons notre mot à dire et notre ressenti à exprimer. Sur ce, je cède la parole à professeur Tariq pour la première intervention. Qu'Allah l'assiste et le bénisse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci de cette invitation, merci également de votre présence. C'est assez impressionnant de vous voir si près, on a l'impression qu'on va être envahi par le public. Comme quoi parfois les impressions vont dans les deux sens. Écoutez, comme le sujet est vaste et que nous avons deux interventions avec le frère Mohamed et on ne s'est même pas concerté, on va se compléter dans les interventions. Et comme je commence le premier, je peux dire ce que je veux. C'est excellent. Il se débrouillera. Et donc, en l'occurrence, permettez-moi, en petite guise d'introduction, de mettre en évidence 3 points. La première des choses, ce qui se passe en France et ce qui a été rappelé, l'atmosphère générale, c'est quelque chose de particulièrement grave. Et les moments sur lesquels nous devons, et vis-à-vis desquels nous devons nous déterminer, il est important de les comprendre. Il y a une horreur qui se passe, un drame, la mort de femmes et d'hommes. C'est vrai dans ce qui s'est passé en janvier, c'est vrai dans ce qui se passe et ce qui s'est passé en novembre. Et de ce point de vue, sur le temps de la prise sur la réaction immédiate, le fait de la condamnation, le fait de l'empathie aussi, sur le plan national, parce que vous êtes français, parce que ça vous touche de la même façon, que ça doit vous toucher de la même façon, tous les citoyens. Il faut de ce point de vue-là comprendre que aujourd'hui, si les Français expriment une peur, expriment un malaise, ça il faut l'entendre, et il faut l'entendre très très profondément. Et ce n'est pas la première fois. Ce qui s'est passé aux États-Unis en 2001, quand j'ai pu me rendre une semaine plus tard avec des gens qui m'étaient très très proches, des femmes et des hommes, des journalistes en l'occurrence, et je connaissais 2 personnes très très bien qui étaient en état de choc le lendemain et il faut entendre ceci, il faut entendre que ça touche et que ça produit des peurs et qu'il faut entendre ces peurs et qu'il ne faut pas confondre ceux qui instrumentalisent la peur au sommet avec ceux qui vivent la peur au quotidien. Ceux qui vivent la peur au quotidien, il faut les entendre, il faut parler, il faut s'expliquer, il faut échanger. Ceux qui instrumentalisent la peur
au sommet, ceci, vis-à-vis d'eux, il faut une attitude critique, il faut une attitude courageuse, il faut une attitude claire. Parce qu'il est ceux qui nous disent aujourd'hui que seul le Front National en France instrumentalise la peur, non, ça c'est pas vrai. Toute la classe politique aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, instrumentalise la peur, joue sur ceci à géométrie variable. Ensuite, on s'étonne que le Front National gagne du terrain, parce que le Front National, son terrain naturel, c'est la peur. Les autres s'y jouent pour essayer de gagner des voix. Regardez ce qui se passe avec M. Sarkozy ou ce qui se passe avec M. Valls. On est, je veux dire, sur la question du fait national, de l'identité nationale, du pluralisme français, ils tiennent à peu près le même discours, pas clair, ambigu, diabolisant un certain type de discours. Et de ce point de vue, nous avons à faire attention et à étudier ce qui s'est passé ailleurs, parce que ce qui s'est passé en 2001 aux États-Unis ou en 2005 en Angleterre, et ce qui s'est passé aussi dans d'autres pays, c'est vrai, ça s'est passé en même temps à Madrid. Il faut faire attention que nos expériences nationales ne soient pas vécues comme des expériences exclusives où on n'a pas à étudier ce qui s'est passé ailleurs. Je reproche beaucoup au monde musulman, beaucoup au monde musulman, de ne pas étudier les stratégies politiques des États-Unis ou de l'Europe en Amérique latine, par exemple, ou en Afrique. C'est comme si ça ne comptait pour rien. On recommence tout. Et ça s'est passé en même temps dans les pays au niveau national. Chacun pense que c'est dans son pays que l'espoir va se réaliser sans étudier comment les puissances ou comment les relations internationales sont à l'épreuve ou sont en action dans les différents pays. Donc un premier élément sur lequel il faut insister, parce qu'à partir de là, il va y avoir aussi la diabolisation d'un discours, là aussi, transversal. Je veux dire, moi je suis content d'apprendre que je suis la boussole de l'anti-boussole de Barthelone, à laquelle répond Pécresse en disant mais ça, il faut vous rendre compte de ce processus de diabolisation. Moi, depuis 2003, je vois des gens qui, et à un moment donné, il faut en dire quelque chose. Il ne faut pas laisser passer ça par perte de profit, parce que ça révèle quelque chose derrière. Ça révèle quelque chose. En l'occurrence, dans les deux camps, personne n'est allé vérifier si j'avais vraiment dit ce que Barthelone avait dit, parce que je ne l'ai jamais dit. J'ai dit exactement, depuis 30 ans, je dis le contraire. Il dit un mensonge et les autres lui font dire un mensonge sur le mensonge et personne ne vérifie. Vous êtes aujourd'hui dans un stade du discours politique médiocre. Médiocre, et comme le soufflait une personne proche, on est dans le médiocre et dans l'intellectuellement très court. C'est court du point de vue de la réflexion, c'est court du point de vue de la profondeur, c'est court à tout point de vue. C'est médiocre. Parce qu'on a des gens qui lisent plus. Quand en plus, des personnes que je pouvais respecter pour un certain nombre de positionnements politiques. Vous savez que quand j'ai signé une pétition il y a quelques années, Martine Aubry et Fabius ont retiré leur pétition. Quand je devais faire un débat à Florence sur la question européenne, je ne discutais même pas avec Valls et Najat Vallaud-Kassem. Ils n'ont même pas venu, parce que le diable étant présent à Florence, il vaut mieux pas s'y rendre. Et ensuite, ils viennent nous dire on est prêt au dialogue. Parce que ça fait 30 ans que je leur dis, mais il est où le radicalisme de mon propos? Il est où? La seule chose que je suis radical, parce que moi le mot radical ne me gêne pas, je suis radicalement contre la pauvreté, radicalement contre l'imbécilité, radicalement contre les injustices, radicalement contre la corruption, radicalement contre les dictateurs, je suis radical contre le mal, sous toutes ses formes politiques. Mais qu'on utilise ce terme-là pour... ensuite, j'en dirai un mot par rapport à ça. Et donc, en l'occurrence, d'entendre que dans une pétition, on appelait hier à la dignité, à la paix, Noël ma mère, retire sa signature maintenant parce qu'on ne signe pas à côté du diable, je me dis, mais où en est le discours politique français, où en est la réflexion profonde, et tout ceci révèle une atmosphère qui s'est installée depuis longtemps et qui va s'amplifier avec ce qui s'est passé dans l'état d'urgence, dans l'instrumentalisation des peurs. Et donc, quand les gens font court, quand les gens font passionner, quand les gens à l'extrême des politiques que l'on condamne, qui tuent dans les rues, on a des décisions politiques inconsidérées qui vont jusqu'à dire on va leur montrer qu'on n'a pas peur, donc on va aller bombarder en Syrie, on va montrer qu'on n'a pas peur, ils sont contre nos valeurs, et qu'on refuse tout discours politique, parce que le but c'est vous êtes avec nous et on ne discute plus de politique. Il faut parler que de ces radicaux. C'est-à-dire, on ne doit plus parler de questions politiques. Je pense que quand ceci s'installe, eh bien,
les citoyens, tous les citoyens, de toute confession ou sans confession, les athées, les agnostiques, les juifs, les chrétiens, les musulmans, les hindous, les bouddhistes, nous tous, nous devons faire acte de sagesse, c'est-à-dire faire un pas en arrière, essayer de comprendre et d'analyser. La sagesse s'impose aujourd'hui, et de clarté. De clarté, c'est-à-dire que ce qui est clair dans le discours politique, c'est que c'est confus. C'est confus ce qu'on entend aujourd'hui, c'est confus ce qu'on nous dit. On n'a pas de discours clair, on ne veut pas. Et je veux dire qu'il y a une utilisation idéologique de la confusion, terminologique de la confusion politique. Et donc nous, il faut faire un pas en arrière, avec sagesse, pondérer les choses, mais avec clarté aussi les dire et dire de quoi il s'agit. Troisième point que je voulais mettre en évidence en termes d'introduction, c'est aussi l'emploi des termes. Parce qu'on parle beaucoup de paix sociale et on parle beaucoup, en l'occurrence, de la paix sociale et puis du radicalisme. D'abord qu'on se mette d'accord. La paix sociale, c'est une exigence de la citoyenneté, de la société civile, de l'État, et il faut tous que nous agissions pour la paix sociale. Quand Bush avait dit à l'époque, après avoir parlé de croisade, et vous savez combien on a réagi en disant mais c'était inconsidéré, comment peut-on parler de croisade, il est revenu, puis il a commencé à dire l'islam est une religion de paix. Et moi j'avais répondu à ça immédiatement, je lui dis non, l'islam n'est pas une religion de paix. L'islam est une religion qui appelle à la paix avec toutes les conditions de la paix. C'est-à-dire que la paix c'est un objectif. Allah yad'u ila dar al-islam et dar al-salam. Dieu appelle à la paix, c'est-à-dire il vous appelle. C'est un des noms du paradis, c'est l'un des noms de Dieu et c'est ce que nous devons chercher à l'intérieur de nous-mêmes, la paix intérieure. Mais la paix intérieure, elle vient pas comme ça. C'est pas on s'assied puis la paix vient. C'est pas on appelle à la paix puis on fait rien. Quand un des cheikhs que je respectais beaucoup, dont je respecte le savoir, dont je ne peux plus respecter les positions politiques, le cheikh non, c'est pas Ali Joma cette fois-ci. Ali Joma, j'ai clairement dit, là où j'en étais, de ses positions, quand on peut, avec tout le savoir que l'on a islamique, dire à des militaires qui peuvent tirer dans le tas de citoyens innocents, c'en est terminé pour moi. On ne peut pas justifier sous n'importe quelle position de savoir cette attitude-là. Mais le cher Abdallah Ben Baya, qui dit, lorsqu'il intervient aux Nations Unies, il dit, eh bien, on va s'intéresser à la paix, mais on va s'intéresser aux solutions, on ne va pas parler des raisons, on va s'intéresser à la paix, mais on ne va pas parler de la justice. Ah ben, je suis désolé, moi, une paix où il n'y aurait pas de justice, ce n'est pas une paix, c'est une spoliation. C'est ceux qui, c'est quelqu'un qui vous vole la bicyclette, il garde la bicyclette, il vient, on fait la paix maintenant. Tu me rends la bicyclette. Et donc aujourd'hui, on est dans ce discours-là, du nord au sud, les dominants voudraient une paix sans qu'on pose la question. C'est-à-dire, on va bombarder le monde entier, et quand on nous bombarde à l'intérieur, on dit « Ah ben maintenant on est en guerre ». Non mais attendez, la guerre a commencé avant qu'on vienne vous bombarder. Vous en avez bombardé des gens, vous en avez tué des civils. Et donc en l'occurrence, c'était l'attitude de Bush qui disait « Ah ben non, il n'aime pas nos valeurs ». Ah non, c'est pas vos valeurs qu'il n'aime pas. C'est votre instrumentalisation de vos valeurs pour aller tuer des gens dans le sud. C'est ça qu'il n'aime pas. C'est votre déni de la dignité des hommes qu'il n'aime pas. Et donc en l'occurrence, il faut, quand on parle de paix sociale, qu'on se mette bien d'accord. La paix sociale, c'est un objectif et elle a des conditions. Elle commence par la reconnaissance de la dignité de tous les êtres humains. De tous les êtres humains. La dignité de tous les êtres humains. Pas uniquement des citoyens. Faites très attention à ça, parce que de plus en plus, moi-même, j'ai été pris dans cette erreur de parler de la citoyenneté égalitaire, mais la citoyenneté égalitaire, elle ne doit pas se faire au prix de la négation de l'humanité des autres êtres humains. Un immigré, il a une dignité humaine. Il n'est pas simplement un sans-papier. Il n'a pas perdu sa dignité d'homme parce qu'il n'a pas de papier. Et en l'occurrence, quelqu'un qui fuit la misère, il a la même dignité humaine que n'importe lequel. Ça c'est le début de la discussion. Si on veut une paix sociale, c'est le respect de la dignité humaine de tous les êtres humains. La dignité. Et puis nous, c'est un des principes fondateurs de notre rapport à l'humanité. Après qu'on ait dit la ilaha illallah comme musulman, on dit Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous avons donné la dignité à tous les êtres humains. Bani Adam, tous les êtres humains. Même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui n'est pas musulman ou quelqu'un qui est musulman qui fait le pire, avant mon jugement sur sa personne, je reconnais la dignité de son être, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Donc ça, c'est des choses qui sont fondamentales du point de vue de notre conception. Et elles sont universelles. Elles sont universelles. La deuxième des choses qui est aussi très très importante, c'est la liberté. La liberté fait partie de la paix sociale, au point qu'un certain nombre de nos savants, et ça c'est très 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 ancien, quand ils parlent de la dignité de l'homme, elle est liée à son savoir et à sa liberté.
la liberté fait partie de notre dignité. Quand aujourd'hui, en France, au nom d'un certain nombre de mesures de surveillance, on est en train de nous prendre peu à peu nos libertés sur la question de la surveillance, on est en train d'enfreindre à notre dignité d'homme. Et qu'on vous dit, vous avez peur, on vous surveille pour votre bien, mais on a moins et moins de liberté. Jusqu'au point où aux États-Unis, vous avez eu des manœuvres qui vont jusqu'à la délation. C'est-à-dire on pousse les gens à dire du mal, à surveiller le voisin dans la mosquée, le voisin à la maison. Et donc en l'occurrence ici, on ne peut pas parler de cela sans dire, oui, la paix sociale, avec la reconnaissance de la dignité des hommes, la protection de la liberté des hommes, et la reconnaissance que sans justice, il ne peut pas y avoir de paix dans la justice. Et la justice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le traitement de tous les citoyennes, de toutes les citoyennes et de tous les citoyens à égalité, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur et quelle que soit leur classe sociale. Et que si aujourd'hui, en France, on ne comprend pas que la paix sociale, c'est pas de nous parler 10 ans, 20 ans, 30 ans de diversion stratégique sur vous n'aurez pas de paix sociale tant que vous n'appliquerez pas la laïcité. Mais on a répété depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'a pas de problème avec la laïcité. C'est vous qui avez un problème avec une partie de la population. Appliquez la laïcité égalitairement pour tous de la même façon et il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est l'inégalité sociale. Le problème, c'est le non-respect de la dignité des individus. Le problème, c'est cette application à géométrie variable de vos propres principes auxquels nous adhérons et vous ne les appliquez pas égalitairement et vous nous reprochez de ne pas y adhérer. Nous y adhérons, mais vous ne les appliquez pas. Notre problème, c'est vos contradictions, ce n'est pas nos positionnements. Nos positionnements, ils sont clairs. Donc ici, il faut aussi qu'on ait un discours extrêmement clair sur la justice et sur la volonté de l'impliquer ici dans la notion de la paix sociale. Donc cette paix sociale, elle sera cette reconnaissance de la liberté. Et parmi les libertés, il y a toutes les libertés. Je ne parlais pas simplement de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Toutes les libertés, la liberté de penser, la liberté de pouvoir critiquer. Et il est évident aujourd'hui que vous avez des gestions de la liberté encore une fois, je veux dire, pour pouvoir avoir cette rencontre-là, il faut passer par 6 salles, et il y a des refus, et puis hier, il y a la volonté de m'interdire de parole, il y a maintenant une pétition qui sort en disant qu'il ne faut plus que je rentre dans ce pays. Bienvenue la liberté. Et avec ça, on va appeler à la paix sociale. Non, ça ne peut pas être. Il y a des principes, il faut être clair. Deuxième des choses que je voulais mettre sur la question du radicalisme, et j'ai déjà dit un mot là-dessus. Après les attentats le 7 juillet 2005, on a eu une longue discussion. Moi, j'étais entré dans la task force que Tony Blair avait établie avec 2 conditions. La première, c'est que je puisse dire ce que je veux. La task force a duré très très peu de temps, 1 mois et demi, et de pouvoir être complètement libre, donc sans salaire et libre de parole. Et ça a duré 1 mois et demi. Et dans cette task force, on a eu des ateliers de travail, et parmi les ateliers de travail, c'était la terminologie. Comment nomme-t-on ce qui est en train de se passer? Ça, c'est important parce que, ce que je vous disais, le terme radicalité ou radicalisme est polysémique, il n'est pas complètement négatif, et la façon dont on parle de la radicalisation, il faut faire attention parce que certains sont en train de dire faut entendre le discours de certains. Vous avez des gens qui disent la radicalité est déjà dans le principe islamique. Donc le radical, il ne fait que suivre la voie. En d'autres termes, et certains, quand ils vous parlent des versets violents, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que la violence exprimée par certains n'est que le fait de pousser le texte jusqu'au bout de sa logique. Donc dans la radicalité de la lecture. Et donc là aussi, il faut faire très très attention à la radicalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Et sur le plan social et sur le plan politique. Raison pour laquelle on en était arrivé à un accord terminologique, sémantique, en disant ils s'appellent, et on les appelle, les extrémistes violents. Extrémistes dans leur lecture, violents dans leur agir. Et donc il y avait cette idée d'un positionnement qui n'était pas du tout lié à une radicalité de lecture religieuse ou à un positionnement. Ça, c'est aussi important pour nous qu'on soit extrêmement clair. Et donc, quand l'extrémisme violent s'exprime, comment agir et comment développer un rapport à la paix sociale ou promouvoir la paix sociale. Ayant dit cela, c'est une longue introduction, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite dans le corps de mon propos pour dire la chose suivante. Aujourd'hui, à la suite de ce qui s'est passé, s'établit en France un état d'urgence. Encore une fois, il faut savoir que les applications de cet état d'urgence remontent en 1955 avec la situation qui s'était passée en Algérie.
Ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est que autant on peut comprendre qu'il y ait une réaction émotive et un besoin de sécurité, et ça, encore une fois, relever tous, il faut tous le savoir. Dans les mesures qui ont été prises directement après le 13 novembre, deux mesures essentielles, l'une sur le plan intérieur, état d'urgence, l'autre sur le plan extérieur, on va aller bombarder et on va continuer, on va montrer qu'on n'a pas peur. Votre président de la République a gagné 20 points dans les sondages. C'est-à-dire que la majorité du peuple français sur ces 20 points sur les sondages à partir de là où il est, par rapport au soutien populaire, ça veut dire qu'il a une majorité qui réagit de cette façon. C'est pas nouveau, on a eu exactement la même chose aux États-Unis. Bush, quand se passe le 11 septembre, est très très bas dans les sondages. Tout de suite après, on va taper, on va montrer sécurité et le Patriot Act. Avec une nouvelle institution qui s'appelle le Homeland Security aux États-Unis, qui est chargée d'une surveillance transversale, très 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 grave, c'est-à-dire on enfreint à nos libertés, et donc ceci a été établi. Aujourd'hui, il se passe exactement la même chose. Quand je l'ai dit sur Internet, on m'a dit que je comparais Hollande à George Bush. J'ai pas fait ça. J'ai comparé les mesures qui ont été prises, et les mesures sont similaires, faites à l'appui. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que là, de ce point de vue-là, on ne va pas du tout vers la paix sociale. C'est là où on a besoin de sagesse et on a besoin justement de clarté. Parce que le problème de ce qui est en train de se passer avec l'état d'urgence et que ça provoque, c'est trois choses vis-à-vis desquelles il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Donc, reconnaître aujourd'hui qu'il y a une peur de nos concitoyens. C'est vrai en France, mais il faut savoir que l'impact de ce qui s'est passé en France a été un impact international. Encore une fois, je veux dire, c'est au niveau de la France quelque chose qui est comparable à ce qui s'était passé, bien entendu avec une intensité différente de ce qui s'était passé en termes d'impact psychologique avec le 11 septembre. Un peu différent, mais en termes d'impact, il y a quelque chose de similaire. Première des choses, premier des éléments, c'est avec les mesures avec l'état d'urgence, eh bien aujourd'hui, le fait de lever l'impératif de la loi et du respect de la loi, au point que votre propre gouvernement a envoyé une missive aux instances européennes pour mettre en évidence que, concernant la déclaration des droits de l'homme, il y avait, de ce point de vue-là, eu égard à l'état d'urgence, l'incapacité de pouvoir s'y appliquer totalement. En d'autres termes, nous sommes dans un état où les lois tombent et les principes fondateurs de ce qui fait notre dignité sont remis en cause. Et ça peut amener quoi? Ça amène véritablement sur le terrain. Première chose que ça amène sur le terrain, vous le connaissez, et vis-à-vis desquelles il faut prendre une position claire, ce sont les perquisitions et ce sont les assignations à résidence. Les perquisitions et les assignations à résidence aujourd'hui, vous le savez, des perquisitions qui sont faites de façon totalement inconsidérée. On a fait sauter des portes ouvertes, on s'est trompé d'adresse, on a allongé par terre sur le ventre des pères et insulté des mères devant leurs enfants. On a assigné à résidence des imams dont on ne sait toujours pas pourquoi ils ne peuvent pas sortir de chez eux et ils doivent aller pointer. On a établi une suspicion généralisée. Ajouter à cela quelque chose qui est important, c'est de mettre en évidence qu'on a un problème autour de certaines mosquées. Et au point de ce qui se passe par rapport aux mosquées, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de voir, on le savait, toute personne qui entre une mosquée et qui ne sait pas qu'à l'intérieur de la mosquée, vous avez des gens des renseignements qui y entrent, qui viennent visiter, qui viennent écouter avec beaucoup de sincérité le sermon du vendredi. Et puis quelques notes aussi. Même ici, il doit y en avoir, on les salue chaleureusement. Et pour tous ceux qui disent qu'il y a un double discours, vous le verrez, ce que je dis là, c'est absolument... Enfin bref. Tout ça pour dire que qu'est-ce qui est en train de se passer? L'état d'urgence est en train de normaliser des processus et des procédures qui sont extrêmement graves. Mais on nous dit que l'état d'urgence va peut-être durer beaucoup plus. Peut-être qu'il va durer plus. Moi, je pense que même s'il ne va pas durer éternellement, il va durer peut-être 3 mois ou plus. Le problème, ce n'est pas l'état d'urgence, c'est ce que ça normalise derrière, c'est-à-dire l'impact de la normalisation. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme Trump. Vous avez entendu Trump aux États-Unis? Ah non, ceux qui n'ont pas entendu là-haut, là vous êtes dangereux pour la République. Il faut entendre, c'est important. C'est important. Il dit, à partir de maintenant, il ne faut plus laisser d'entrée de musulmans sur le territoire. C'est-à-dire quelque chose qu'il avait...
savez, le plus important, le plus grave, c'est pas ce qu'il dit. Parce que beaucoup de gens disent c'est grave ce qu'il dit. Non. Ce qui est grave, en fait, c'est une stratégie qu'on connaît en politique. Ils le savent, tous les politiciens font ça. Parfois, ils laissent passer un message pour voir comment ça réagit, puis ensuite, ils adaptent. Là, c'est dire le pire pour normaliser le moins pire. C'est-à-dire, il l'a dit, et vous savez, le pire de tout, dans ce qu'il a dit, c'est qu'il gagne des voix encore. Il reste le premier. Mais en même temps, derrière tout ceci, ça va permettre la normalisation d'un certain nombre de discours. L'état d'urgence, c'est ça. On pousse. Donc il y a une nécessité, on est d'accord, on a une nécessité de se protéger, puis ensuite on va normaliser, le délit de faciès, il est là, 2, les assignations, et 3, la délation est le fait de pouvoir surveiller davantage. Et maintenant, sans la loi, eh bien aujourd'hui, on peut aller... Et donc ce discours-là, on ne veut pas l'entendre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est en train... Et ça maintenant, on le sait aussi aux États-Unis. À un moment donné, ils ont pensé que les principales victimes de ceci, ce seraient certains types de citoyens. Oui, c'était Daniel Pipes aux États-Unis qui dit, écoutez, vous dites qu'on est injuste avec les musulmans. Ben, les choses sont simples. Quand vous cherchez un violeur dans une population, vous allez chercher chez les hommes. Vous n'allez pas surveiller les femmes. Accessoirement, elles ne violent pas. Bon, ça, bon, bref. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, quand vous cherchez un terroriste, ben, il va falloir chercher chez qui? Ben, chez ceux qui ont produit le terrorisme, chez les musulmans. Donc c'est normal que quand vous arrivez aux États-Unis, il y a une file pour les blancs, puis une file pour les pas nets. C'est-à-dire tous ceux qui ont des conséquences, parce que moi je suis plus blanc que lui, on est les deux musulmans, donc on n'est pas net. Et vous alors, avec nous. Et vous voyez ce que ça produit? Vous voyez ce que ça... vous voyez ce que c'est en train de produire? Ce qui est en train de produire de ce point de vue-là, c'est une normalisation d'un certain type de stigmatisation normalisée par l'apport. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui où les surveillances sont là. Donc on normalise cette atmosphère-là. Donc on n'en sera pas sorti après l'état d'urgence. Et donc c'est pas avec cette atmosphère-là que vous allez vers la paix sociale. Donc là, il faut faire un pas en arrière, se dire mais maintenant quelle va être notre réponse par rapport à ça. Donc, les questions de mesures sécuritaires. Et pourquoi je vous disais ça? Je vous disais ceci parce qu'en fait, on pense que ça va toucher une certaine partie de la population, mais finalement, c'est toute la population qui va être sous surveillance. Les processus liberticides touchent tous les citoyens. La question des surveillances, de ce point de vue-là, elle est claire, que ce soit même sur les réseaux sociaux, que ce soit... Il faut savoir qu'il y a un degré de surveillance sur les réseaux sociaux que vous pensez être libre. Vous êtes libre de vous y exprimer, on est libre de vous y surveiller. Donc, en l'occurrence, ça aussi, ce sont des choses qui sont importantes. Dans cette atmosphère-là, si nous sommes sérieusement pour la paix sociale, la première des choses, c'est que par rapport à tout ceci, quand des mesures sont prises dans l'émotion, il faut penser des politiques dans la raison. Il faut se voir sur le long terme. Ce qui est en train de se passer ici va durer. Je vais vous donner, à titre d'exemple, des chiffres. Le soutien aux populations américaines de confession musulmane, comme au soutien des populations britanniques de confession musulmane, tout de suite après les événements de 2001 et de 2005, ont été extraordinaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'attitudes de citoyens américains qui sont allés dans la solidarité, protéger des mosquées, être vraiment un élan de soutien incroyable. En Angleterre, le maire de Londres a dit ceux qui ont fait ça à la diversité de Londres, et il a appelé tous les citoyens un appel comme ceci extraordinaire. 15 ans plus tard, la réaction du peuple américain par rapport à l'islam est beaucoup plus négative qu'elle ne le fut le lendemain de 2001. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé vers 2001, le choc, puis ça va mieux. Non, 2001, l'entretien, et ça va pire. Donc à partir d'un certain moment, c'est pour ça qu'il faut étudier ce qui s'est passé. Quelle a été l'erreur des instances musulmanes? Pourquoi ils n'avaient pas le bon discours? Comment est-ce qu'on a réagi? On a réagi dans... Et puis à un moment donné, on réagit dans l'émotion, et puis on a envie de se faire accepter, on commence à dire exactement ce que l'État entend de nous, ou attend de nous. C'est pas ça. La sagesse n'est pas de répéter ce que l'État veut pour être accepté, c'est de rester fidèle à nos principes pour être respecté. Pas accepté, respecté. Et respecté pourquoi? Parce que c'est à nous aussi, citoyens aujourd'hui, de toute confession et de toute affiliation, d'apporter quelque chose d'un tout petit peu nouveau, puisque les médias aujourd'hui jouent sur la controverse. Ça fait de l'argent, la controverse. Vous faites un titre sur l'islam, ça vend.
Ça vend. Nous sommes vendeurs dans le clash. Donc ça fait vendre. Donc à partir d'un certain moment, et vous avez des journalistes, moi j'en rencontre, mais ils lisent rien. Vous dites, mais vous lisez quoi? Ils lisent rien, ils sont dans la va-vite, ils sont en train de... Je veux dire, à un moment donné, moi, un étudiant de première année qui vient vers moi et qui me dit, j'ai commencé à travailler à partir de Wikileaks, je lui dis, attends, là, on va tout refaire. Wikileaks quoi? Wikileaks, c'est des gens de toute... tu peux avoir des informations, mais c'est pas ça qui fait un travail de connaissance du terrain, un travail un minimum académique. Eux, c'est ça, c'est du bric et du broc, c'est vite et, comme je vous disais, médiocre et court. Quand médiocre et court est la règle, il faut maintenant, en tant que citoyen, développer autre chose. Premier des éléments sur lequel vraiment j'insiste par rapport à ça, le début du processus de la paix sociale, dans cet élément où l'émotion prend le dessus, c'est un peu de sagesse et de confiance en soi. De confiance en soi. Et la confiance en soi, j'étais récemment à Nîmes avec Olivier Abel, un professeur de philosophie qui rappelait, c'est l'élève intellectuel et spirituel de Paul Ricoeur, et qui disait, vous savez, quand on veut entrer en contact avec un autre que soi, il faut savoir qui est le soi, il faut se savoir soi, hein, soi-même. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui tient à la confiance. Ce n'est pas le moment d'avoir peur quand tout le monde a peur. Quand tout le monde a peur, il faut avoir la sagesse d'être serein. Il faut la sagesse de revenir à l'intérieur. Et de revenir à l'intérieur, ça veut dire cette confiance, encore une fois, elle nécessite un travail d'introspection intellectuelle, d'introspection spirituelle, d'introspection tout court, c'est-à-dire où je me situe dans tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qui est-ce que je suis et qu'est-ce que j'ai envie d'être dans ce pays? Une femme et un homme avec un certain nombre de principes, avec de la dignité, avec de la liberté, avec des principes, avec de la justice, et puis je m'y engage de cette façon-là. Et ça veut dire, de ce point de vue-là, qu'il faut avoir un double travail toujours. La sagesse, c'est toujours deux choses. La capacité d'être critique quant à soi et ouvert quant à autrui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire critique quant à soi, faire la critique de ce qui peut venir de nous. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas absents, nous ne devons pas faire l'économie de critique vis-à-vis de nous-mêmes. Et la capacité d'écoute quant à autrui, c'est-à-dire de prendre d'autrui des éléments qui vont être positifs quant à nous-mêmes, pour nous-mêmes. Voir le bien en autrui, savoir le mal parmi soi. Et ça veut dire que par rapport à ce qui se passe, oui, par rapport à nos concitoyens, nous avons clairement à avoir un discours sur les principes qui soient religieux et sociaux, qui soient beaucoup plus clairs que ce que nous avons. Il y a aujourd'hui, dans les communautés musulmanes à travers le monde, des femmes et des hommes qui tiennent des discours, qui sont des discours tout à fait problématiques et certains d'entre eux condamnables. Et donc, ceux qui aujourd'hui... Parce que là aussi, il y a deux choses, je répète tout le temps ça, mais je le répète avec force. Vous ne pouvez pas dire, ça n'a rien à voir avec l'islam, mais vous ne pouvez pas dire de ces gens, ils ne sont pas musulmans. Nous, on peut dire ce qu'ils font n'est pas islamique, mais on ne sort pas. Moi, je ne donnerai jamais l'autorité de sortir quelqu'un de l'islam, c'est pas possible. D'autant plus que certains d'entre eux, que vous le vouliez ou non, c'est encore des victimes. Ceux qui sont manipulés sur Internet, c'est des victimes. C'est pas eux qu'on va. Je veux dire, moi, j'aime beaucoup la politique suédoise, qui consiste à, quand les gens reviennent, de faire un travail de ne pas les mettre en prison directement. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé quand vous voyez les manipulations sur Internet, comme on leur tourne la tête? Vous dites, mais c'est une victime qui ne savait rien avant. Et comme je vous l'ai dit, 92% ils sont dans la pratique 2 mois avant. Donc il faut faire attention à nos jugements comme ceci. Alors pour être entendu par les politiques, mettre tout le monde dans le même paquet, mettez-moi tout ça en prison, ce sont tous des fous. Non. Premier élément, à partir d'un certain moment, ce qu'ils font n'est pas islamique et on en fait la critique. Deuxième élément, oui, ça peut avoir une relation avec l'islam, puisque eux le disent, et nous on a fait une étude sur les propos de Daesh, par exemple. Vous n'avez pas affaire à des enfants de cœur, il y en a qui sont... Il y a des manipulateurs, il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Ils manipulent des textes, ils jouent sur les textes, et certains, ils sont même sincères dans la manipulation. Et ils se permettent de dire... Et donc, de ce point de vue-là, il faut faire la critique, il faut être clair sur le fait de notre positionnement religieux par rapport à ceci. Ça, c'est un élément qui doit ajouter de la clarté. La sagesse, c'est de prendre une position. Et de ne pas mettre tout le monde dans le même paquet, là aussi. Après, il faut faire il faut être sérieux sur les informations. Quand, aujourd'hui, on commence à... Vous savez, moi, je suis de la tendance, je ne représente pas tous les musulmans, je suis de la tendance réformiste. La tendance réformiste, elle dit une chose, on ne change pas les textes, mais on réforme notre façon de les lire.
C'est-à-dire, quand le temps passe, quand les situations changent, il faut qu'on revoie notre façon de les lire. Moi, je ne réforme pas l'islam, je réforme l'intelligence des musulmans et la lecture des textes. C'est ça qui m'intéresse. Et j'ai en face de moi, à des moments donnés, des gens qui sont des littéralistes. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je ne vais pas me permettre, sous prétexte de l'univers ambiant, de commencer à les mettre dans le même paquet que les autres, en disant les littéralistes, les salafis, c'est eux les responsables, parce que tous les chiffres nous montrent de tout ce qui s'est passé, de tous les actes terroristes, ils ne sont pas dedans. Ce n'est pas des salafis qui font ça. Ce n'est pas eux. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on ne peut pas faire un lien direct entre la pensée salafi et ça. Maintenant, avoir un discours intérieur entre salafis, réformistes, en disant ben, on n'est pas d'accord, oui, mais commencer à mettre tout le monde parce que... Et puis en plus, d'autant plus que notre État, il n'est pas clair. Il discute avec les États qui produisent l'idéologie et ils mettent en prison ou ils ferment les mosquées de ceux qui sont les individus. Donc cette attitude-là, elle n'est pas claire. Donc ça, on le connaît. Je l'ai répété, ça aussi. Et donc, nous, les contradictions de l'État, on s'en moque au bout du compte. Enfin, on s'en moque pas, mais sur cette question-là, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui doit être intéressant pour nous sur cette question-là, c'est de prendre une position extrêmement claire sur ce que nous condamnons et ce qui doit faire l'objet d'un débat interne entre musulmans. Nous devons appeler à un dialogue intra-religieux avec des courants, mais ne pas commencer à condamner tout le monde et n'importe qui uniquement pour plaire. Autant Salafi al-Harfiyya, c'est-à-dire toute cette tradition de la lecture littéraliste et dogmatique, qui consiste à penser qu'on est musulman quand on n'est pas l'autre. Non, on est musulman quand on est fidèle à des principes. Ce n'est pas l'autre qui décide de qui on est. C'est nous qui décidons de comment on se positionne. Eh bien, là, il faut qu'on fasse, de ce point de vue-là, de façon très très importante, dans la confiance en soi, qu'on détermine aussi ce que nous voulons. Donc, ça, c'est une réponse religieuse. S'y ajoute une dimension sociale, c'est-à-dire comment socialement on se positionne aussi sur le fait de dire attention, il faut aussi faire attention à cela socialement, c'est de ne pas accepter l'idée que c'est uniquement des laissés pour compte qui tombent dans ceci. Et le lien entre des personnes, parce qu'en plus, sur les chiffres, ça ne marche pas. Ceux qui étaient impliqués dans le 11 septembre, ceux qui étaient impliqués en Angleterre étaient très très formés. Certains d'entre eux avaient des doctorats et tout ceci. La nouvelle configuration des jeunes qui sont impliqués, alors on dit ils sont frustrés socialement et donc finalement ils vont dans la religion et comme dans la religion il y a l'impossibilité de la radicalité, ça explique. Alors vous pensez que vous rentrez par le social mais on vous rattrape par le religieux. Il faut faire attention de ne pas à cette réduction-là. Il faut faire attention en même temps de dire oui il y a des problèmes sociaux mais le problème social ne permet pas de répondre à ça parce que le problème il est différent. Les manipulations sur Internet de ces jeunes-là sont psychologiques avec des gens qui savent très très bien ce qu'ils font et qui ne sont pas forcément en train, ils ciblent leur personne. Et nous, on a eu des témoignages là récemment en Belgique. Moi, j'ai rencontré 2 personnes, dont une jeune fille qui nous a fait un témoignage. La façon dont sont manipulées les personnes, comment elles sont prises, comment à un moment donné, les personnes qui leur proposent de partir en Syrie, ils ne parlent jamais de la prière, ils ne vont pas prier le vendredi, mais il faut marcher dans la rue, il faut qu'on se voit ensemble. Qui doit les voir dans la rue pour savoir qui manipule qui? Elle dit, mais je demandais qu'on aille prier, qu'on aille dans la mosquée, il ne faut pas aller à la mosquée. Elle dit, est-ce qu'on va vendredi? C'est vendredi, on va à la prière? Ah non, non, on ira la semaine prochaine. C'est comme si quelqu'un vous dit on prie le dos demain. Vous voyez, mais vous voyez ce que. Alors des personnes comme ça, où tout à coup on part, où c'est pas forcément le problème social, c'est autre chose. Ça se joue à un autre niveau. Et donc il faut faire attention, même dans notre discours, à ne pas réduire ceci de cette façon-là. Ayant dit cela, dans notre propos, qui doit être sage encore une fois et qui doit être clair, nous ce qui est important c'est de savoir bon, d'abord quels sont nos principes citoyens, quels sont nos principes éthiques, quels sont les moyens que nous avons et quels sont les objectifs que nous avons. Notre chemin, il faut le dessiner, notre chemin, cette voie aussi, il faut qu'on la dessine et qu'on explicite notre terminologie. Vous allez avoir une responsabilité particulière, Français, de confession musulmane ou de tout autre, c'est d'être beaucoup plus explicite sur la terminologie que vous utilisez. Mohamed était récemment, je l'ai vu sur France 24, où il a dû expliquer à une journaliste la définition de la charia. Franchement, mais c'est désespérant.
Lui, il a été gentil, mais c'est désespérant. Des fois, vous avez envie de vous arrêter, vous dites, mais vous êtes désespérant. Je veux dire, avec un niveau d'ignorance tel, on ne va pas arriver à la paix sociale. Là, c'est l'ignorance sociale. C'est l'ignorance de soi aussi. Donc là, à un moment donné, il faut que... Mais on a aussi une responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est aussi à nous maintenant de faire ce travail-là. Et n'attendez pas que ce soit les uns ou les autres qui soient publics. Encore une fois, il y a des personnes qui disent « Ah, mais pourquoi t'es pas à la télévision ?» Le frère est passé et on a de plus en plus besoin. Mais franchement, la terminologie, le savoir, c'est pas 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure à la télévision. C'est notre quotidien. C'est vous les médiateurs dans la société. C'est les citoyens, ceux d'entre vous qui sont musulmans et ceux qui ne le sont pas. Il faut qu'on soit des médiateurs. Il faut faire ce travail de terminologie, de connaissance. Et ça, c'est aussi quelque chose de particulièrement nécessaire. Et puis, il ne faut pas tomber dans le piège du discours strictement religieux. Autant il faut être clair sur la question religieuse, autant il faut faire... Moi, j'ai souvent dit aux musulmans, s'il vous plaît, arrêtez de parler d'islam. C'est un piège. Et vous avez remarqué que systématiquement, quand il se passe quelque chose, la laïcité, la laïcité. Les gens, ils disent, et moi je dis, mais j'en ai marre de parler de la laïcité, ça fait 30 ans qu'on vous dit qu'on n'a pas de problème. Mais en fait, la laïcité, c'est l'autre mot de parler de l'islam. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la laïcité? Il y a l'islam. On n'en a jamais parlé autant que depuis que les musulmans sont visibles, donc en fait c'est une autre façon. Et il dit mais on n'a pas de problème avec ça, arrêtez de nous parler de ça. Et donc à partir de ce moment-là, allons plus loin. Et moi ce qui m'intéresserait, c'est qu'à un moment donné, par rapport à cette assignation à parler d'islam, nous parlions de valeurs, de principes, et que nous nous engagions pas uniquement. Vous savez, le gouvernement ne vient aux musulmans que quand il y a un problème. Et le problème, c'est que beaucoup de musulmans ne viennent au discours que quand il y a un problème avec l'islam. Non, on doit avoir une nouvelle visibilité. La nouvelle visibilité, moi je suis contre tous ceux qui appellent à l'invisibilité des musulmans en France, mais j'appelle à une nouvelle visibilité des musulmans en France. Une nouvelle visibilité de la citoyenneté, c'est-à-dire de parler dans tous les domaines, d'être présent dans tous les domaines, d'asseoir une présence quand on parle d'éducation, quand on parle de l'environnement, comme avec la conférence qui s'est passée. Il faut être là présent dans tout. Mais il ne faut pas systématiquement, il ne faut pas tomber dans le piège. Islam, 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 islam. Et t'es pas content, je vais t'en mettre. Je vais te parler de l'islam. Mais non, c'est pas ça. Je veux dire, ça c'est un piège, parce que vous êtes dans la surdétermination symbolique, c'est-à-dire dans les médias, à un moment donné, non. Ok, maintenant on va parler de nos principes, de nos réalités, et puis on va parler de la paix sociale. Qu'est-ce qu'elle implique aujourd'hui, la paix sociale? Qu'est-ce qu'elle implique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'implique le vivre ensemble comme citoyens? Les principes fondateurs et fondamentaux de cette démarche. Il me reste encore 3 minutes, je crois que je vais terminer tout de suite. Il me reste 6 minutes? Oh, c'est impressionnant. Donc, donc voilà, moi ce qui m'intéressait par rapport à ça, c'est aussi de mettre en évidence que par rapport aux extrémistes violents, ce discours qui est clair, par rapport à ce dont on a besoin maintenant et ce sur quoi on doit travailler, c'est cette ouverture-là. Alors, encore une fois, tout est fait aujourd'hui pour consommer la fracture sociale, le contraire de la paix sociale ou de la cohésion sociale. Et la fracture sociale, elle est justement de vous identifier à partir de vos religions spécifiques, à partir de vos appartenances. Il faut dépasser ceci, mais encore une fois, vous m'avez bien compris. Je ne dis pas de cesser de parler de l'islam par peur d'être vu, je dis de cesser cette obsession de l'islam et avec confiance parler de nos principes et d'être... qui était le principal conseiller de Sarkozy, qui expliquait combien ils aimaient les Libyens, c'est pour ça qu'ils y étaient allés. Et ensuite, la même chose qu'on nous a dit au Mali, on va libérer le Mali et tout ceci. Et je veux dire, moi je l'ai toujours dit, d'un point de vue international, il faudra qu'on m'explique le 6e sens qu'ont tous ces radicaux pour se placer exactement là où il y a des ressources minières. Je veux dire, c'est assez incroyable. Tout ce qu'on a su sur... Puis vous savez, on parle des ressources pétrolières qui montent jusque dans l'Asie centrale, mais vers l'Afghanistan, c'est l'une les bassins les plus importants pour le lithium. Le lithium, c'est une matière qui est la plus importante pour tout ce qui concerne les téléphones mobiles et tout ceci. Et donc là, vous avez quelque chose qui est très très important. Vous avez l'uranium et vous avez le pétrole. Dans le nord du Mali, vous avez 3 bassins qui ont été identifiés. Ils sont venus s'installer là.
ils sont venus aussi s'installer étrangement au Yémen, qui est une place extrêmement, géostratégiquement extrêmement importante par rapport à la déstabilisation et la crainte possible que vous pouvez développer vis-à-vis ou faire développer pour l'Arabie Saoudite. Et donc en l'occurrence, c'est une place extrêmement stratégique. Donc dans les points stratégiques qui sont là, notre condamnation, elle est totale, mais on n'est pas des imbéciles et on veut développer une réflexion internationale. Cette réflexion internationale, elle consiste à dire, mais quel est votre objectif d'aller bombarder les Syriens? Pourquoi pendant les 8 mois où les gens descendaient dans la rue et demandaient à ce que vous les libériez du despote et du tyran Bachar el-Assad, vous n'avez rien fait, vous demandiez à ce que ça se réforme, pourquoi maintenant vous changez? Qu'est-ce qui s'est passé au Liban? Et le modèle irakien qui a été où la France a pris une position noble. Celui qui a pris une position noble à l'époque Villepin, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul qui a pu dire on ne combat pas le terrorisme à coups de bombe. Parce que jusqu'à preuve du contraire, depuis 14 ans, chaque fois qu'on bombarde, il y en a plus. C'est-à-dire qu'on est en train d'amplifier le phénomène. Et donc on nous dit, on va leur montrer, moi je suis désolé, les innocents syriens n'ont rien à voir avec, comme les innocents afghans. Alors on les bombardait à 5000 mètres de hauteur et on avait d'état d'âme que quand certains de nos soldats étaient morts, mais aujourd'hui il faut vraiment questionner pourquoi. Parce que c'est terminé cette histoire de penser que ce qui se passe là-bas n'aura pas d'impact avec ce qui se passe ici. Mais bien sûr que ça a un impact et donc il faut mesurer la cohérence de nos politiques internationales. Qui sont nos alliés, avec qui traite-t-on et qui oublie-t-on? Premier élément, c'est le modèle irakien. Et je répète souvent les 3 caractéristiques du modèle irakien: fragiliser le gouvernement, diviser la population, protéger les ressources minières. Regardez ce qui se passe en Libye, c'est exactement ça. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans ce que le département d'État américain appelle les conflits de basse intensité, c'est-à-dire on déstabilise. Le Moyen-Orient est totalement déstabilisé, mais par contre, et le pétrole, et les ressources minières, tout ceci c'est protégé. Et en l'occurrence, on met en division les chiites et les sunnites, et ça fonctionne tellement que parmi des savants dont je suis proche, qui étaient pour le dialogue il y a 10 ans de cela, ils sont aujourd'hui dans une position, on ne discute plus avec les chiites, on ne discute plus avec les sunnites. Et ça nous revient jusqu'en France. Jusqu'en France, il y a aujourd'hui des gens qui ne se parlent plus et qui n'arrivent plus à avoir, même sur des questions centrales de justice et d'accord, des choses élémentaires, on n'arrive plus à se mettre d'accord. Là, il faut que nous ayons une parole politique extrêmement claire sur la cohérence du gouvernement français, la cohérence des gouvernements occidentaux, et puis d'arrêter de nous dire qu'il faut fermer les mosquées salafis quand on prend des millions de leurs États, que c'est beaucoup plus facile en France de venir avec 1 million de l'Arabie Saoudite pour faire une mosquée que quand on vient avec 1 million de citoyens qui aimeraient faire une mosquée. La suspicion est plus grande vis-à-vis de nos propres citoyens que vis-à-vis d'États étrangers. Et donc à partir d'un certain moment, nous, il faut qu'on ait une politique, une parole claire sur le plan politique. Et ça m'amène à vous dire que la confiance en soi vis-à-vis de ces principes, la clarté du discours religieux, l'exigence de plus de justice sociale, de plus d'écoles égalitaires, de plus de dignité, du respect de la liberté des citoyens que nous appelons pour tous, elle va se compléter d'un discours international qui met en évidence le fait que nous voulons aujourd'hui le respect des populations, le fait que les Noirs, le fait que les Arabes, le fait que les Asiatiques, leur vie a autant de valeur que la nôtre, que ceci, nous ne pouvons pas accepter le racisme international qui est en train de s'installer et qui est le mépris de la vie humaine des autres. Le mépris, je veux dire, franchement, moi je l'ai dit et répété, honte à nous. Honte à nous de n'avoir réagi, soi-disant, que sur la photo d'un enfant sur une plage qui était mort, alors que pendant les années qui ont précédé, 2300 innocents qui fuyaient et les bombes et la pauvreté mourraient dans la Méditerranée sans que personne ne s'en émeuve. Il faut une photo pour nous. Et donc de ce point de vue, il faut que nous aussi nous regardions cette politique internationale qui fait que quand vous arrivez, moi je ne sais pas comment vous faites, pourquoi est-ce qu'un immigré économique aurait moins de dignité et de chances de refuge qu'un immigré politique? Mais quel est le sens de ces positionnements, ou ceux qu'aujourd'hui qu'on appelle des clandestins, et qui sont sans documents et qu'on ne respecte pas? Ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est que notre discours ne peut pas s'arrêter aux frontières de la France. Il faut faire entendre en France que toutes les politiques internationales ont des conséquences sur ce qu'on est en train de vivre. Que
Ce n'est pas parce qu'on veut expliquer le politique qu'on justifie l'extrémisme violent. Jamais. On est bien au clair là-dessus. Vous voyez comment le discours il doit être extrêmement clair. Et vous voyez aussi que ce discours est extrêmement clair. Vos politiques et certains de vos médias, ils n'ont pas envie de l'entendre. Donc le meilleur moyen de ne pas l'entendre, c'est... Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que je viens de dire? Si ce n'est les oreilles qui l'entendent. Et qui vont avoir ce que je dis, moi, la contorsion, en disant c'est pas clair ce que vous dites, vous avez un double discours, ou de ne pas vous faire apparaître dans les médias. Nous, il faut qu'on garde cette ligne-là, mais j'aimerais vous dire une chose, et ça sera ma conclusion, sur le long terme, ça va être difficile. Ça va être difficile, les années qui vont venir vont être extrêmement difficiles. Mais ce qui est le plus important, c'est ne vous cachez pas derrière un certain nombre de porte-voix ou de leaders. Ça ne va pas le faire, ça. Si vous attendez qu'un ou l'autre apparaisse à la télévision, qui va nous défendre. Moi, j'entends des trucs sur Facebook. Vas-y, Tariq Ramadan, président. Ben, je ne peux pas. Ça ne veut rien dire. Parce que notre problème, il est un problème de représentation. Non, non, mais c'est sérieux cette affaire-là, parce que c'est pas rien qu'à partir d'un certain moment, l'avenir de la France, ce sera votre citoyenneté à vous. C'est pas une personne qui vous représente à la télévision. La télévision ne fait pas l'opinion publique, pas complètement. Ce qui fait l'opinion publique, c'est le travail local, avec nos autorités, avec nos concitoyens, avec nos institutions. Il faut y être. La paix sociale commence par l'engagement social sur le plan local. C'est là où vous devez être. C'est vous qui allez changer la population. C'est vous qui allez... Et ils le savent très bien. Ce pourquoi on est en train de parasiter notre discours, c'est qu'ils savent très bien que tout ce discours sur l'intégration ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. C'est pas vrai. L'intégration par le seul culturel et le religieux, elle est faite déjà. Le problème de l'intégration, il est social. Il n'y a pas d'intégration sociale. Et comme ils ne savent pas faire avec l'intégration sociale, ils ne veulent pas nous intégrer culturellement dans leur tête. Ils font un problème de la religion quand le problème, il n'est pas là. Et donc nous, on tombe dans le piège si on ne répond que sur ce plan-là. Et donc c'est là où vous avez un rôle déterminant. Mais tous les citoyens, nous tous, et c'est là où il faut s'ouvrir, c'est là qu'il faut entrer en dialogue, en débat avec nos concitoyens sur le plan local, et puis de se dire, la route elle est longue, mais vous êtes jeunes. Inch'Allah, merci. Donc nous passons à l'échange, donc s'il y a des questions-réponses, vous avez, enfin, s'il y a des questions plutôt, vous avez un micro à votre disposition. Il y a un deuxième, oui. Donc il y a deux micros. Pour les personnes levées la main, on vous donne le micro. Merci. Madame. Bonjour, j'avais une question pour M. Tariq Ramadan, entre autres, concernant le souci. Moi, je m'interroge sur deux choses. La première chose, c'est que j'ai entendu un certain nombre de conférences et un certain nombre d'intellectuels. Et le sentiment que j'ai, c'est que vous êtes, comme le monde arabe, vous êtes divisés. Et bien sûr qu'on n'attend pas de leader, en tout cas, moi personnellement, pas de leader, mais on ne peut pas s'exprimer parfois. Quand je lis hier soir, dans Le Point, M. Finkielkraut nous apprendre que le sixième pilier, maintenant, ce serait de faire le djihad, et non pas le travail intérieur, mais le djihad qui est tel. Donc le djihad dont on parle aujourd'hui, le djihad qui est pratiqué par les terroristes. Qui, si ce n'est vous, qui pouvait effectivement prendre la parole, et moi je le fais à mon niveau. J'interviens dans l'Express, j'interviens dans Le Point, etc. Mais bon, c'est sans fin. Et je dirais que j'ai vu un certain nombre d'intellectuels s'en prendre aussi à vous. Donc, M. Ramadan, notamment Senninger, M. Petit. Non, mais là c'est grave parce que ce sont des musulmans. Et c'est dramatique parce que, oui, effectivement, tenir le discours qu'on aimerait qu'il prononce, j'ai envie de dire, oui, un peu de courage. Et on ne va pas s'en sortir comme ça. On a aussi besoin d'avoir des intellectuels. Il y a tout de même BHL, Finkielkraut, Bruckner, et bon, Goutman est mort, mais ce sont des gens qui étaient solidaires, même s'ils avaient des points de vue qui étaient différents.
Ils ont toujours été solidaires, on ne les a jamais entendus se taper les uns sur les autres, et nous, c'est toujours pareil. Et ça, c'est juste insupportable. Voilà, c'est ça que je voulais dire, et vous dire qu'effectivement, nous, on essaie de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais effectivement, on est aussi censuré, on le voit bien quand on réplique, et quand on donne notre point de vue. Moi, je le fais aussi bien au niveau de l'islam qu'au niveau de l'art, qu'au niveau des problèmes sociétals, etc. C'est important. Mais je suis censurée une fois sur deux. Enfin, je l'étais, parce que maintenant, c'est sans fin. Parce qu'on a aussi des personnes qui souhaitent s'interroger, qui posent des questions sur l'islam, et on a envie de leur répondre. Et on a aussi des ex-musulmans qui sont évangélistes et qui répondent, et c'est sans fin. Donc, voilà. Donc, je voulais simplement dire que je trouvais dommage cette absence de solidarité qu'il y a dans les intellectuels aujourd'hui musulmans. Et voilà, c'était ma seule interrogation. Merci de cette intervention. Bon, si vous voulez, dans ceux qui apparaissent peu dans les médias, il y a une solidarité. Il y a un certain nombre de personnes qui interviennent et on est assez d'accord sur un certain nombre de choses. On apparaît moins dans les médias. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont dans une position extrêmement critique, même s'ils sont de confession musulmane d'abord, mais moi j'en ai vu, je veux dire, ça fait maintenant 30 ans que je suis sur le terrain, j'en ai vu tourner le dos, j'en ai vu tirer dans le dos. Moi, ça a commencé au moment où j'ai été interdit de France, je vous promets que j'ai vu des gens qui ont tourné le dos. Il y en a aussi, on leur a fait comprendre, la prise de position me concernant, c'était une garantie de reconnaissance ailleurs. Mais ça, c'est pas simplement des musulmans qui se disputent les uns contre les autres. Il y a un jeu politique là derrière. Il y a un jeu politique. Et donc, à partir d'un certain moment, il y en a qui sont complètement dans la volonté d'être reconnus par l'intelligentsia ou par les médias, et pour lesquels tout est permis. C'est-à-dire, encore une fois, je veux dire, même parmi les grands artistes qui ont été reconnus et qui sont de confession musulmane, il y en a qui n'ont pas hésité à mentir sur des rencontres qu'ils auraient eues avec moi et que je n'ai jamais rencontrées. Voilà, je veux dire, à partir d'un certain moment, vous avez des ambitions. Vous avez, moi, les oppositions d'opinion qui sont franches, ça ne me dérange pas du tout. Il faut avoir ce débat critique. Mais aujourd'hui, vous avez aussi un certain nombre de personnes qui sont instrumentalisées ou qui acceptent d'être instrumentalisées ou qui jouent le jeu du discours ambiant. Et qui, de ce point de vue-là, ça n'est pas avec eux que l'avenir se construira. On sait pour qui ils roulent, si je puis dire. Mais c'est à nous aussi, et là vous avez raison, d'avoir... Oui, mais évidemment. Évidemment, les médias vont les choisir eux. Je veux dire, si vous pensez que c'est par hasard que notre ami de Drancy est choisi, je veux dire, mais moi je l'ai dit publiquement, j'ai dit, écoutez, le problème avec lui, c'est pas que vous le choisissiez, c'est que le fait que ce soit lui est une insulte, pas à lui, mais c'est une insulte aux Français de confession musulmane. C'est une insulte ce que vous faites. C'est une insulte, c'est-à-dire qu'il ne représente rien, il n'exprime rien de ce qui se passe sur le terrain, il est simplement prêt à dire oui à tout ce que vous dites. En fait, vous avez choisi le béni oui-oui. Mais encore une fois, toute réflexion sur l'histoire de la colonisation ou sur l'histoire du rapport, ça a toujours été comme ça, vous avez toujours eu ces voix. Mais nous, on peut... Mais vous savez, ça c'est de bonne guerre. Quand vous avez des médias, c'est de bonne guerre de choisir ceux que vous voulez. C'est à nous aujourd'hui de faire émerger d'autres voix, de faire en sorte que ceux qui apparaissent ne le soient pas uniquement, soit par la substance de leur pensée et pas forcément par le charisme médiatique. Parce que moi j'ai très très peur de ça. J'ai très très peur. Souvent on dit oui, toi tu es un leader charismatique. Et c'est vrai que le charisme du leader est problématique. On ne doit pas être attaché à la présence ou l'aura d'une personne, on doit être attaché à un message. Et c'est là-dessus que doit se construire notre présence. Un message dont ce que j'ai dit tout à l'heure est important. La clarté, la sagesse, la vue longue, les étapes, et puis ce que vous avez dit aussi qui est très très important. C'est-à-dire que moi j'ai rappelé la question de la confiance en soi, la question de la clarté, mais vous avez jeté un terme qui est très important, c'est le courage. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui être courageux. Vous avez aujourd'hui toute personne qui s'affiche en cohérence avec ses principes, elle va de ce point de vue-là
sur un certain nombre de sujets, être critiqué. Donc il faut avoir la vue longue et poursuivre. Mais si je peux me permettre, ne tombez pas dans le piège de l'illusion d'optique médiatique. Tout ne se joue pas dans les médias et tout ne se joue pas à la télévision. La France ne se changera pas à la télévision. Et je veux dire, comprenez bien ceci, c'est-à-dire que malgré tout ce que vous avez dans les médias, comprenez-le, c'est factuel, malgré tout ce que je vous donne un exemple, malgré tout ce que vous avez, et vous avez vu, après les 2 événements qui se sont passés à Gaza, tous les morts qu'il y a eu, comment les médias ont dit Israël a le droit de se défendre, des requêtes, malgré tout ceci, l'évolution de la pensée et du sentiment populaire vis-à-vis de la question palestinienne s'est inversée sur les 20 dernières années. C'est-à-dire que la majorité même si les médias continuent, et ils ont bien compris, c'est ça le problème. Là où on a un problème, c'est vis-à-vis de l'islam. 75% des Français, par exemple, considèrent que l'islam a à voir avec la violence. Qu'est-ce qui va changer ça? Une émission de télévision? Jamais. Jamais. Vous, sur le terrain. Vous, sur le terrain. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il faut multiplier les gens qui vous disent « Toi, je te connais, je te fais confiance ». Et quand on a des millions qui font confiance à 1 million et à 2 millions, eh bien ça change. C'est le long terme. C'est cette confiance-là qu'il faut développer. Je voudrais rebondir sur cette question. Non, tu l'as pas appelé le micro? Oui, je pense savoir. Ça marche. Sur cette question, elle est clivante aussi chez nous. Nous sommes dans une espèce de schizophrénie qui fait que, parce que Tariq apparaît à la télé, ou parce que quelqu'un d'autre y va, forcément, c'est parce qu'il a été coopté. Il y a aussi ce problème-là chez nous qui fait que, moi, personnellement, depuis les attentats du 13, j'ai refusé de participer à quelque émission que ce soit pour que les gens comprennent qu'on n'est pas robsiste et qu'on n'est pas payé par Canal+ ou France Télé et qu'au contraire, on s'expose en fait, on prend des risques, où tu trouves des gens dehors qui t'agressent ou qui te parlent bien, enfin les deux sont possibles. Mais il y a aussi ça chez nous, c'est que parce que le frère Tariq va à la télé, c'est parce que en fait on veut que son message soit celui que l'on entend. Donc ça aussi c'est un problème, parce que par rapport à Finkielkraut que vous mentionniez tout à l'heure, moi je l'ai trouvé dans un débat, et je peux vous garantir qu'il n'y a pas quelqu'un d'aussi couard que lui. Couard, peureux. Il s'est levé, il s'est tiré. Parce que je l'ai pris, franchement, je vous le promets, je l'ai pris comme ça. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, dites-moi le seul verset du Coran qui dit tuer le juif et le chrétien. Je lui ai dit, manque de peau pour vous, les 6236, c'est dedans. Donc vous pouvez aller pavaner ailleurs, mais là, je vous attends. Il s'est levé, il s'est tiré. Donc le problème n'est pas là. C'est que quand on est en phase 2, on est doublement, en fait, on est entre deux feux. C'est que d'un côté, on a les schizophrènes de chez nous qui pensent que parce qu'on va à la télé, on est coopté, et de l'autre, il y a des gens qui pensent que, moi, ça m'est arrivé dernièrement dans un grand média dont je ne citerai pas le nom, j'ai fait une émission, et la journaliste n'a rien trouvé à dire. Donc, dehors, elle me pose une question sur les frères musulmans. Je dis, ok, je dis, je ne suis pas frériste, donc de ce point de vue-là, c'est clair, mais elle me dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, madame, en fait, je suis universitaire. Je n'ai pas une pensée post-it. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas vous dire que c'est blanc ou noir. Il y a des gens parmi les frères musulmans qui ont des convictions qui ne sont pas différentes de celles que moi, je partage. Bien que je ne sois pas frère musulman. Mais il y en a d'autres, d'ailleurs, qui ont été exclus, qui ont des positions qui ne sont pas très loin de celles de Daesh. Je dis, oui, mais dites-moi une phrase. Je dis, mais attendez, madame, vous n'êtes pas dans un marché où vous achetez une mangue. Vous voyez, le problème, il est là. Et du coup, après, la question vient. Et qu'est-ce que vous pensez de Tariq Ramadan? Je te promets. Et là, je l'ai regardé comme ça. Et qu'est-ce que t'as dit? Non, franchement, je lui ai même pas répondu. Hein? Je te promets, je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, madame, franchement, vous faites pitié. Ça sert à rien. Donc en fait, on est entre deux feux. On est d'un côté critiqué par les schizophrènes de chez nous, et de l'autre, on est critiqué par des gens qui voudraient que nous pensions comme eux, ils veulent que nous pensions. Et à un moment donné, en fait, il ne faut pas croire. Hein. En entendant Tariq parler, je pensais à un poème d'un monsieur qui s'appelait Ibn Durayd, un des grands spécialistes de langue arabe, qui disait j'espère qu'ici c'est pas interdit de parler arabe. Il n'y a pas une personne dont la langue, il n'y a personne dont la langue est à sa place. Même devant le prophète, ils vont trouver des choses à dire. Si tu es quelqu'un de vaillant, ils te traiteront d'idiot.
Et si tu es quelqu'un de généreux, ils diront que tu es prodigue. Si tu t'étais, ils diront que tu es muet. Mais si tu parles, il faut vraiment que tu te dises j'ai des principes, mais autrement, les nôtres ne sont pas tendres non plus. Hein. C'est que d'un côté, on a des gens qui veulent que nous pensions comme eux, mais de l'autre, il y a aussi des gens qui, parce que tu as le malheur de passer à la télé, moi je ne vous cache pas, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas parti. Je me suis dit, attendez, ils vont comprendre que nous, moi, j'ai aucun salaire qui m'est versé par France Télévisions, ni Tariq non plus. On y va parce qu'on a des principes, on pense qu'on peut essayer de faire quelque chose. Encore une fois, tout ce que nous avons dit ici, ou tout ce que moi je vais dire, ou ce que Tariq a dit, c'est pas une vérité révélée, on a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, au contraire, c'est mieux. Les chefs, ils disaient, mieux vaut avoir un ennemi savant qu'un ami idiot. Donc le but n'est pas de se taire, et ça ne veut pas dire que tout ce que Tariq dit, je vais y adhérer comme un singe, ou ce que je vais dire, il va faire la même chose. Parce que aussi, ça s'entend, il faut être solide. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit... Non, l'essentiel, c'est que je le porte dans le cœur, mais que je sois divergente avec lui sur le plan des idées, parce que c'est ce qui va faire en sorte que nous allons avancer. Mais si au contraire vous voulez que nous soyons intellectuellement siamois, ça veut dire en gros que nous allons rester là et faire du surplace comme des hélicos. J'avais une question. Donc ça concerne ce qu'on a dit, on est conscient que la lumière ne viendra pas du monde médiatique. Maintenant, il y a quand même une fracture qui est assez visible et prégnante, puisque à une époque, je pouvais penser, comme beaucoup, qu'ils nous désinformaient, mais en réalité, on se rend compte qu'eux-mêmes sont désinformés. Ils pensent, comme on a dit, que Chagoumi est notre imam, et ça en dit long finalement sur le peu d'informations qu'ils ont. Maintenant, est-ce qu'il y a nécessité, selon vous, à les interpeller, ou est-ce que finalement ils resteront sourds et la fracture sera toujours la même quoi qu'il arrive, puisque on doit, à notre sens, les inclure dans le nous dont on parle souvent. Ils font partie du paysage français, mais est-ce que finalement on doit les laisser entre eux, ou est-ce qu'on doit continuer à les interpeller? Voilà. Continuer à interpeller les médias, vous voulez dire? Non, encore une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Quand il y en a certains qui ne savent pas, il y en a qui savent très bien. Je veux dire, ils sont pas forcément informés sur le fait religieux, ils sont informés sur les jeux de pouvoir, et on les informe aussi. On les informe. Donc, continuer à dire, continuer à exprimer notre positionnement par rapport à certains, ça, il faut continuer à le faire, mais il ne faut pas espérer que ça change. Je veux dire, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire. Dans toutes les relations de pouvoir, on choisit qui va parler au nom de qui. Vous savez, même Staline, il avait ses imams, c'est-à-dire il choisissait qui allait parler pour lui, c'est-à-dire il choisissait des imams, et il y en a qui jouent le jeu. Nos institutions religieuses dans les sociétés majoritairement musulmanes aujourd'hui sont très très souvent liées au pouvoir, et donc elles disent ce que le pouvoir veut. Donc nous, il faut qu'on continue à informer. Mais ce que je veux vous dire par rapport à cela, c'est que nous, il faut qu'on sorte de l'illusion médiatique, c'est-à-dire que tout passe par là, et qu'à partir d'un certain moment, au lieu de se morfondre devant sa télévision en disant « mais qu'est-ce que c'est cet imbécile qui nous représente ?» c'est juste admettre que c'est un autre jeu politique qui est en train de se jouer, et nous, il faut travailler ailleurs. Et à un moment donné, je vais vous le dire, sur le long terme, ils savent aussi quelles sont les paroles qui comptent. Si aujourd'hui, par exemple, Mohammed intervient beaucoup plus dans les médias, c'est qu'ils savent que tout à coup, depuis un certain nombre d'années, il y a une présence, il y a une écoute, et donc ils ne peuvent pas tout le temps avoir les mêmes et ne pas compter sur aussi une parole qui compte. Il y a quand même quelque chose où là, vous voyez, il faut faire avec. C'est-à-dire qu'en même temps, ils savent que ceci est important. Donc nous, il faut qu'on garde une ligne et qu'on sache où se jouent les enjeux véritables. Et puis, à un moment donné, il faut même être sélectif. Où est-ce qu'on va dans les médias, avec qui on parle, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être idiot pour faire des choses stupides ou s'exposer inutilement. Après, il faut sélectionner. Et puis, ensuite, dans les médias français, il y a des femmes et des hommes dont certains sont extrêmement honnêtes. Ils sont très justes. Ils ont vraiment envie, et c'est ça, il faut pas qu'on diabolise tout le monde de la même façon et qu'on dise tous les médias c'est pareil, c'est pas vrai. Vous avez des gens qui sont très très honnêtes, il y en a qui font leur travail, il y en a qui lisent,
Moi, j'ai rencontré sur ma route des journalistes où vous dites, bah tiens, là on a quelqu'un, et puis d'autres, c'est autre chose. Donc là aussi, attention à ne pas généraliser, et les grands médias ne représentent pas tous les médias. Ils représentent certains grands médias, et même dans les grands médias, vous avez des gens qui ont des positionnements très intéressants. Micro. Le micro, il est là. Merci. Ah, il y a 2 personnes. Oui. Bonjour. J'avais une question pour monsieur Ramadan. Voilà, en ce moment, on parle beaucoup de mixité sociale. Donc, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans les médias et par les hommes politiques. Je voulais savoir si, d'après vous, la mixité sociale, c'était plutôt une façade pour cacher certains problèmes d'inégalité et d'injustice que les hommes politiques refusent d'adresser, ou si pour vous la mixité sociale c'est un moyen de se diriger vers une paix sociale. Ça c'est une bonne question, mais il faut qu'on se mette d'accord sur la définition de la mixité sociale. Parce que la mixité sociale, ça voudrait dire, en l'occurrence, que des femmes et des hommes, citoyens français ou résidents en France de différentes origines, de différentes confessions, puissent vivre ensemble dans les mêmes espaces. En amont de la mixité sociale, il y a la politique urbaine, c'est-à-dire de comment on organise le territoire. Ça, c'est très très important, ça. Même dans la tradition musulmane, on ne le sait pas suffisamment, mais dans la tradition musulmane, le rapport entre le social et l'architectural est très important. Très très important. Et donc, en l'occurrence, ici, cette mixité sociale, si elle veut dire ceci, bien entendu, il faut s'y engager, il faut s'engager dans la mixité sociale. Et ça veut dire qu'il faut reconsidérer toutes les politiques qui ont fait à un moment donné qu'on a des banlieues qui ont été d'abord conçues comme un espace où on les met ensemble pour qu'ils restent entre eux, puis un jour ils partiront, et ensuite un lieu où ils se sont enfermés. Or, en fait, ce que je suis en train de dire depuis une vingtaine d'années, c'est que l'intégration du fait religieux est en train de marcher. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes femmes et beaucoup de jeunes hommes qui étaient dans ces ghettos sociaux sont en train d'en sortir au point qu'ils sont visibles dans tous les corps de métier aujourd'hui. Vous les avez partout. Regardez même vos informations, les noms qui apparaissent sont des noms qui viennent de partout aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut... Donc, il faut sortir de ces ghettos sociaux, mais ensuite, après, ça doit être une politique urbaine beaucoup plus volontariste, de faire en sorte que les personnes vivent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que ceux qui sortent de la banlieue ou ceux qui sortent des cités, on trouve énormément de difficultés à trouver des appartements dans certains espaces géographiques. Qu'au niveau des opportunités d'emploi, c'est exactement la même chose. Donc en fait, ce qui était physique dans les années 60, 50, 60 et 70 devient aujourd'hui une politique informelle d'impossibilité d'accès par le travail et d'accès par l'habitat. Mais il faut, la mixité sociale, c'est aussi une perspective de paix sociale. Oui, parce que la mixité sociale, ça doit vouloir dire qu'il doit y avoir un processus de politique égalitaire à l'endroit de tous les citoyens. Donc, à partir d'un certain moment, on ne cloisonne pas. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est appeler à la mixité sociale et puis faire quelque chose qui est tout à fait incroyable. C'est-à-dire que moi qui vis en Angleterre, et je suis très critique par rapport au système anglais, on dit oui mais les Anglais ont mis les gens par ethnie comme ceci, donc il y a une politique communautariste. Oui, on reconnaît les... Mais en fait en France, on dit qu'on est pour l'unité de la République, mais on a quand même casé les personnes les plus pauvres ensemble. Alors il se trouve que les personnes les plus pauvres majoritairement venaient aussi des immigrés, et puis ensuite vous avez parmi eux ceux qu'on appelle certains Français de souche. Mais la catégorisation sociale, l'isolement physique et urbain, il est exactement le même, sauf que là c'est plus la classe sociale que seulement ou strictement l'origine ethnique ou l'origine culturelle ou la religion. Mais il se trouve que quand la classe correspond à la religion ou à l'origine, eh bien vous avez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc appeler de ses voeux les politiques de mixité, mais de façon très très cohérente. Ça commence par la politique urbaine, puis ça commence par la politique scolaire. La politique scolaire qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de jeunes sont dans des écoles qui sont des impasses, par les enseignants qui y vont, par le statut social de l'école et par les opportunités qui sont offertes. La France commence sa discrimination sociale par des écoles à 2 vitesses.
si ce n'est pas à 3. Et donc, en l'occurrence, ça aussi, ça fait partie de la mixité. Mais il se trouve que, vous le savez, dans certaines écoles, certains entrent, dans d'autres écoles, d'autres n'entrent pas. Et que même dans les processus d'orientation, il y a des voies de garage, et puis il y a des voies qui sont... Ajoutez à cela quelque chose de tout à fait particulier qui est directement lié à cela, c'est que parfois vous arrivez dans vos études et puis il y a une espèce de plafond où vous pouvez être reconnu avec vos compétences, mais vous n'allez pas plus au système académique, par exemple. Dans le monde académique, extrêmement difficile de trouver un poste. En plus, dans certains domaines, il faut oublier quand vous êtes... enfin bref. Voilà. Donc en l'occurrence ici, on a des vraies discriminations. Des vraies discriminations. Et puis, combien vous avez de docteurs au sens de médecins dans les hôpitaux en France, qui arrivent à un certain degré, puis là après, ils ne monteront plus. Là, c'est sûr qu'ils ne monteront plus. Ils ne seront jamais professeurs. Donc ceux qui tiennent le département, c'est tous des personnes avec un profil spécifique. Et ceux qui font vraiment le travail, qui sont en train de s'épuiser, eh ben, donc il y en a un qui est parti aux États-Unis, qui a dit il y en a marre. Je veux dire, il est devenu extrêmement un énorme succès aux États-Unis parce que il se trouve quand même que sur ces questions-là d'accès à des postes, les choses sont complètement différentes. Je veux dire, dans un pays francophone, là où je suis aujourd'hui, je peux même pas avoir une fois imaginé que je pourrais y être, c'est pas possible parce que ça bloque, parce qu'il y a quelque chose qui est une discrimination, mais qui fait partie en même temps de tout ce qui est lié aussi à cette notion de la mixité sociale, qui veut dire égale opportunité aussi sur le plan social. Le micro. Le frère ici avant, je crois. Bonjour. Vous parliez des États-Unis, de l'Angleterre. Et j'ai observé une différence déjà à votre niveau. Vous travaillez en Angleterre, vous intervenez dans les universités. À New York, on a parlé de vous dans le Times, et je pense que vous intervenez plus facilement, peut-être que je me trompe. Et je remarque aussi au niveau local, il y a des choses qui sont différentes. Aux États-Unis, il y avait un groupe de jeunes de la Courneuve que je connaissais qui étaient partis. Quand ils sont allés au lycée, la proviseure, c'était une femme voilée. Continue. Et là, j'ai vu que récemment, il y a une dame avocate voilée qui a prêté serment sur le Coran, qui va être avocate à la cour de New York. Et comme nous, on a des choses à faire au niveau local, qu'est-ce qu'on peut apprendre des Américains et des Anglais au niveau local pour mieux faire à l'avenir? Ça, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question, parce que je dirais, si je peux me permettre, de résumer en 2 points. Le premier point, c'est faites extrêmement attention de là où vous êtes à ne jamais idéaliser d'autres espaces. Je vous dis ça, pourquoi? Parce que souvent, on pense toujours que c'est mieux ailleurs et puis il faut se méfier des apparences. C'est pour ça que je dis toujours, moi je ne suis pas pour la comparaison entre les sociétés en disant ça c'est mieux, parce qu'il y a toujours des choses positives et négatives ailleurs. Et je suis toujours en train de dire, la seule chose qui doit être le paramètre sur lequel la France se mesure, c'est à l'aune des principes qu'elle avance et des politiques qu'elle établit. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est cet écart-là. On dit, on parle d'unité, fraternité, et là, je regarde, et là. Maintenant, ça ne veut pas dire... Donc, la comparaison, elle est problématique. Mais par contre, il y a des choses à apprendre. Et ça, c'est le deuxième point. Il faut étudier et se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays qui ne se passe pas ici? Alors, par exemple, c'est vrai que dans les sociétés comme les États-Unis, disons les sociétés anglo-saxonnes, du point de vue du quotidien, ils ont beaucoup moins de problèmes avec la diversité. Ils ont été habitués dans le Commonwealth, par exemple, ou dans le pays d'immigration comme le Canada, et même maintenant, si ça change, ou même les États-Unis, vous voyez que ça change. Tout n'est pas acquis définitivement, historiquement. Et donc, ils sont beaucoup plus que vous vous habillez de telle façon, que vous vous habillez comme un sikh, comme un hindou, comme un musulman. Ils n'ont pas ce problème-là. Ce n'est pas un problème de tenue vestimentaire, et vous pouvez avoir des opportunités de travail, parce que ce qui va compter, c'est votre compétence. Contrairement à ce qu'on peut avoir dans le discours français où la question de la visibilité ou la question de l'uniformisation de la visibilité est problématique au nom de l'unité de la République. Et que aux États-Unis, vous avez cette idée de l'acceptation de la diversité des appartenances. Mais ça ne veut pas dire que l'acceptation dans le quotidien est permis d'élaborer des véritables processus d'égalité sociale. L'exemple très clair aux États-Unis, c'est les Blancs et les Noirs. La réalité de
du racisme anti-noir, qui est contre, je veux dire, c'est pas parce que vous avez un président que ça a cessé, et d'autant plus aujourd'hui, ceux qui subissent le plus le racisme aux États-Unis, c'est ceux qui sont arrivés, c'était les latinos, beaucoup plus même que les Afro-Américains. Et donc, en l'occurrence, ici, vous apercevez que la diversité apparente de la, si vous voulez, de l'arc-en-ciel des couleurs ne dit pas la justice sociale, de la légalité ou de la... Déjà, ça, c'est un premier élément. C'est la même chose en Angleterre. Vous arrivez en Angleterre, vous pouvez être servi à l'aéroport par des gens de toutes les couleurs. Elle porte le foulard, il est ci, ils n'ont aucun problème avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan social? Qu'il y a une égalité, une possibilité de... Non, il y a des vrais processus de discrimination et de racisme qu'il faut étudier. Maintenant, ce qu'on peut aussi... Et puis, le deuxième élément, c'est-à-dire qu'il y a une vraie reconnaissance du mérite. Les accès au travail, quand même, sont plus ouverts sur les appartenances. Et puis, il y a une reconnaissance du mérite. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème dans les universités américaines, quand vous êtes un professeur d'études islamiques, d'être un musulman à partir du moment où vous avez la compétence académique. Parce que ça se fait avec les chrétiens, parce que ça se fait avec les juifs, alors donc ça c'est possible. En France, c'est beaucoup plus... Le profil de celui qui va enseigner cette matière-là, il doit être très très calibré. Et ceux qui vont choisir vont le calibrer. Et donc là, vous avez des difficultés d'accès. Ça veut dire qu'en fait, toutes les difficultés que vous avez en France, il faut aussi se rendre compte qu'elles ne représentent pas l'Occident. Ça, c'est un élément. Il y a d'autres société. Deuxième élément, que les choses peuvent changer. Si nous, de l'intérieur, nous travaillons à ce changement-là. Et que sur le long terme, ça ne peut que changer avec la nouvelle géographie de la population française. Ça changera forcément. Ceux qui veulent aujourd'hui fermer l'évolution de la pensée et revenir à une France des années 45 ou 60, ceux-là sont les perdants de l'histoire. Ceux-là sont... De la même façon que je pense que les littéralistes sont les perdants de l'histoire, les dogmatiques de cette société blanche de classe moyenne, ceux-là, c'est dépassé ça. Mais par contre, comment est-ce qu'on va tirer profit de ce qui peut se passer? Vous avez énormément de jeunes qui sont partis en Angleterre, énormément de jeunes partent aux États-Unis maintenant, ils trouvent des postes et puis ils peuvent aller très très loin. Donc de ce point de vue-là, pardon? C'est dommage, mais en même temps, oui, c'est dommage qu'ils partent, mais en même temps, il y en a d'autres qui sont ici, tout le monde ne part pas, il faut continuer à travailler ici. Et puis si je peux me permettre, dans tout ce qu'on a dit, et ce sera ma dernière intervention aujourd'hui avec vous, après on laissera la place à notre frère de s'exprimer, faites aussi attention à une chose. Pour moi, elle est très très importante. Vous savez, la réussite sociale, il faut se battre pour pouvoir l'avoir, et il faut l'avoir. Mais faites attention que la réussite sociale ne se fasse pas au détriment de vos principes et de votre indépendance intellectuelle. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, qui ont envie, j'ai vu des gens qui tout à coup, leur ambition avait raison de leurs principes et avait raison de leur courage. Et ça, il faut faire très attention. C'est-à-dire que j'ai même rencontré des gens qui sortaient des banlieues, ce qu'ils disent sur les banlieues est inacceptable. Avec un mépris de ceux qui restent. Je veux dire, mais c'est arrivé même avec votre ministre, Rachida Dati, qui vient de loin. Non, mais ne riez pas, elle vient de loin. Mais ce qu'elle a pu dire sur ceux qui étaient « quand on veut, on peut », et puis que c'est aussi... Mais non, c'est pas aussi évident que ça. C'est pas quand on veut, on peut dans la vie. Et il y en a qui veulent, mais ils peuvent pas. Il y en a c'est Théo Idjéré qui disait ceci, l'ancien président du Bénin. Il dit, en fait, dans la colonisation, vous nous avez dit, maintenant on s'en va, vous pouvez vous lever. On ne s'était pas aperçu au moment où vous étiez parti que vous nous aviez coupé les jambes. Et ça c'est vrai, pour beaucoup on dit allez lève-toi, tu peux. Mais oui, mais je me lève comment? Vous m'avez donné quel moyen d'être debout? Et donc à partir d'un certain moment, à nous de faire attention. Moi je salue toutes les réussites. Mais la vraie réussite pour moi, c'est une femme et un homme debout, qui sait d'où il vient, qui sait avec qui il se bat, et il sait où il va. Et où il vient, je veux dire, dans la tradition spirituelle, on le sait. Pour moi, c'est très important. C'est la dimension d'aller vers lui. Ça, c'est pour moi le sens de cette mission dans la vie. Mais de rester debout avec les autres, de ne pas
oublier d'où on vient, de ne pas oublier les principes fondateurs qui font la dignité humaine. Parce qu'au bout du compte, le seul être, moi, que je respecte, quand il est dans sa spiritualité avec Dieu et qu'il est dans l'humanisme avec les hommes, c'est celui qui est le plus utile aux hommes. C'est celui qui, là où il est, le bien s'installe d'une certaine façon. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est ça qui est le plus important, c'est ça qu'on attend d'une femme et d'un homme, et ça demande du courage. Donc faites attention à ce que la réussite sociale n'ait pas raison de votre dignité humaine. Parce qu'alors là, vous aurez l'impression que vous avez réussi, ou que vous avez gagné, mais dans les faits, vous avez perdu. Faites attention aux victoires qui sont des défaites. Merci. Sur ce, je remercie déjà fois notre professeur Tal. Donc nous allons faire une pause de 15 à 20 minutes. Vous avez un stand de livres à votre disposition, avec des prix bien sûr défiant toute concurrence. Et puis on reprendra avec le Cheikh Mohamed Bezafi dans 15 à 20 minutes. Si je peux récupérer les micros sans fil, barakallahu fikum.